Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de l'invitation, premièrement. C'est bien apprécié. Et donc, c'était mon... c'est le but de la présentation, évidemment, c'est de parler un peu des oméga 3. Première chose, évidemment, moi, habitué à ça, les conflits d'intérêts. J'ai aucun conflit d'intérêts. C'est pas très, très long. Donc, le mandat qui avait été donné, c'était de reconnaître le rôle potentiel et les différences entre les différents types d'oméga 3. On va en parler évidemment, d'évaluer les mécanismes potentiellement cardioprotecteurs de ces molécules et de revoir les principales études en oméga 3, en protection cardiovasculaire, avant celle de réducide. J'ai triché un petit peu, vous allez comprendre. Pas juste un petit peu. Donc, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec les oméga 3 à longue chaîne, là, donc c'est des chaînes de carbone avec de l'oxygène, de l'hydrogène. Ce qu'on voit beaucoup, c'est, on les appelle les oméga 3, en fait, c'est des éléments essentiels. Pourquoi on dit que sont essentiels? C'est qu'on ne peut pas les synthétiser nous autres mêmes. Il faut les avoir par la nourriture, par notre diète. Donc, celle qui est peut-être la plus simple, c'est celle qu'on appelle l'acide alpha-linolénique. Linolénique. Attendez une seconde, je vais juste ça. OK, je vais prendre... Donc, celle-là ici, donc c'est la première, qui vient en gros des plantes. Et on va le voir tout à l'heure, il y a d'autres types d'oméga 3 un peu plus longs, des longues chaînes, soit le PA, le DHA, comme vous le connaissez, il y a le DPA aussi qu'on peut parler, qu'on voit dans ces circonstances-ci. Donc, qu'on voit ici. Donc, c'est les oméga 3 tels qu'on les connaît. Donc, c'est ceux qui ont particulièrement le PA et le DHA qui sont reconnus comme ayant des effets physiologique. Pourquoi on parle un petit peu moins de l'acide alpha-linolénique? En fait, la raison pour laquelle on en parle moins, en fait, souvent, c'est parce qu'on ne l'a pas associé énormément avec des effets cardioprotecteurs dès le départ. On voit c'est une étude, une méta-analyse qui démontre qu'en fait, l'apport augmenté en cet acide d'oméga 3 n'apporte pas vraiment de bénéfices vraiment significatif, mais on va en parler un peu plus tard au cours de la présentation. Mais ça donne déjà une idée, fait qu'en général, on s'est moins concentré sur cet acide oméga 3-là. On est plus allé au niveau des EPA et du DHA. Première chose qu'il faut savoir, c'est que c'est possible de synthétiser à partir de cet acide alpha-linolénique, c'est possible de synthétiser le PA et le DHA. C'est une cascade d'enzymes qui vont agir un après l'autre. On parle de désaturase, donc on va augmenter le nombre de doublonnées, donc présent. On va après ça allonger la molécule. On va encore une fois la désaturer, l'allonger. Et en fait, juste ici, après la deuxième désaturase, on se retrouve avec le PA, tel qu'on le connaît, donc celle qui a des effets souvent associés à des effets cardioprotecteurs. Par la suite, on peut continuer jusqu'au DHA ici, qui est un autre acide gras qui a démontré des effets potentiellement bénéfiques, un peu au niveau du cœur, beaucoup plus au niveau du cerveau, mais je pense que les deux ne sont pas nécessairement indépendants. Ce qui est important à savoir là-dedans, c'est que les oméga-6, donc l'autre catégorie d'acides gras essentiels, l'autre catégorie, les oméga-6, c'est exactement les mêmes enzymes qui vont être impliquées dans leur métabolisme, donc encore des désaturases, des élongases, pour produire éventuellement l'acide arachidonique. Donc, on va en parler, évidemment, l'acide arachidonique a beaucoup d'effets lorsqu'elle est métabolisée, entre autres via la cyclooxygénase. On en parle évidemment. Donc, vous voyez que c'est toujours les mêmes enzymes qui sont impliquées dans les deux. Donc, il y a compétition dans le métabolisme entre les deux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une enzyme particulière qui est vraiment importante, et vous la voyez souvent dans le schéma ici, c'est la delta-6 désaturase, qui est vraiment l'enzyme clé. En fait, c'est l'enzyme qui est limitante dans la voie de synthèse, et il y a vraiment une compétition entre les oméga-3 et les oméga-6 pour cette enzyme-là. Bon, les études tendent à démontrer que c'est surtout les oméga-3 qui ont peut-être une meilleure affinité pour cette enzyme-là, mais les deux sont là. Évidemment, lorsqu'on parle de diète, surtout nord-américaine, on parle d'un rapport autour de entre 15 à 20 oméga-6 pour un oméga-3.
Donc, on est beaucoup plus oméga 6 qu'oméga 3. Évidemment, question d'effet de nombre, c'est sûr que les oméga 6 vont avoir un effet au niveau de la delta 6 désaturase dans le métabolisme. Donc, on a déjà quelque chose de terriblement bon lorsqu'on a une compétition entre ces oméga 3 et oméga 6. On peut se demander où on les voit. En fait, surtout, ces enzymes-là sont présents au niveau du foie, des hépatocytes. C'est là qu'il va y avoir le plus grand des métabolismes. En fait, on peut les voir jusqu'à 30 fois plus élevés au niveau des hépatocytes. On peut les retrouver au niveau du cœur ou du cerveau. Et encore une fois, comme on voit, je vais démontrer un peu comment ça fonctionne. C'est toujours le même enzyme qui est vraiment important, la delta 6 désaturase, qui est impliquée justement dans le métabolisme pour éventuellement produire soit l'acide arachidonique au niveau des oméga 6, soit le EPA et éventuellement le DHA pour les oméga 3. Évidemment, c'est ça. Après ça, on va le trouver dans la circulation. Ils vont intégrer, dans certains cas, ils vont intégrer dans des lipoprotéines qui vont être transportées au niveau des tissus. Première chose que je voulais un peu, parce que je pense que c'est souvent la question qu'on se pose, c'est on les retrouve où ces oméga 3-là dans la nature lorsqu'on a notre diète? En fait, c'est souvent associé au niveau de protéines plus marines, on peut les voir comme ça, donc les anchois, les saumons sauvages, les truites, c'est juste quelques exemples où on voit le PA, le DHA, on les retrouve en assez grande quantité. Donc là, mort les crevettes, donc je pense que les gens vont être très contents de savoir que c'est correct, on peut manger une dose d'oméga 3 en mangeant ces produits-là. Par contre, si on regarde un peu plus, œufs, et là, on ne parle pas nécessairement enrichi en oméga 3, mais des œufs ou protéines de poulet, bœuf, porc, on voit que les concentrations de EPA ou DHA diminuent grandement par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les poissons. Donc, on peut tout voir que c'est lorsqu'un peuple a plus une tendance à une base au niveau poisson dans leur nourriture, on va avoir beaucoup plus de tendance à avoir des EPA, DHA dans notre métabolisme d'inclus, alors que dans l'américain, on est moins axé sur les poissons, malheureusement. Et on se retrouve donc avec souvent des déficits au niveau des oméga 3. Donc, les oméga 3 sont produits à partir... en fait, on peut les retrouver dans la nature, on peut les voir au niveau des plantes, mais ça prend des enzymes pour les synthétiser. La même chose avec les oméga 3, les oméga 6. La question en même temps qu'on peut se poser, c'est pourquoi on entend que les oméga 3 sont si bons pour les gens? En fait, il y a beaucoup d'études qui sont faites, il y a beaucoup de potentiel, de mécanismes potentiels qui peuvent expliquer pourquoi les oméga 3 auraient des effets importants. Ici, juste un exemple, on va partir avec le PA-DHA parce que la grande majorité des études ont été faites avec les EPA ou DHA. Donc, beaucoup d'effets, soit qui vont s'incorporer au niveau des membranes pour éventuellement être libérés lorsque nécessaire, soit qu'ils ils vont agir sur des canaux ioniques, on va en parler dans la prochaine diapositive, où ils peuvent agir, et là, c'est assez récent, donc ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on sait que certains récepteurs coupéoprotéine G, donc les récepteurs très connus, comme ceux qui agissent au niveau avec l'adrénaline, l'adénosine, etc., c'est une grande famille de récepteurs. Bien, ces récepteurs-là, coupéoprotéine G, sont aussi des récepteurs qui peuvent interagir avec les oméga 3, le PA, le DHA et également l'acide arachidonique, qui est donc oméga 6. Et ceci a des effets, on va les voir, au niveau de la cellule, entre autres, pour jouer rapidement, ça peut jouer au niveau de la conduction électrique, ça peut jouer au niveau de l'inflammation. Et je pense que le Dr Grégoire l'a vraiment démontré, en tout cas, ça m'a vraiment frappé, que l'inflammation pourrait avoir des effets vraiment importants. Donc, les oméga 3 auraient peut-être des effets potentiellement intéressants là-dessus. Le premier effet sur lequel je voulais aborder, c'était les effets antiarythmiques probables. Bon, plusieurs études ont démontré que ça agit soit au niveau des canaux potassiques, soit pas potassiques, calciques ou sodiques. Donc, en fait, ce que ça en gros, si on veut le retenir, c'est que ça a tendance à augmenter le niveau de dépolarisation. Donc, ça va prendre un peu plus haut avant d'être capable de dépolariser la cellule. Donc, ce qu'il a tendance à faire, ce qu'on voit un peu, c'est que ça pourrait avoir un effet pour ralentir la fréquence cardiaque.
Donc, ça a une tendance à avoir une certaine stabilité électrique. Donc, on va prévenir peut-être certaines arythmies fatales. Ça peut bloquer, il faut faire attention, je pense que c'est un gros mot. Ça a un certain effet sur le canal sodique. Bref, ça va retarder un peu, donc ça a tendance à diminuer la fréquence cardiaque. Ici, je voulais juste vous montrer une étude qui a été faite chez 18 patients avec maladie coronarienne. Et en fait, ce qu'il a fait, c'était donc les 18 patients étaient soumis soit à un traitement pendant 4 mois d'oméga 3, soit où il n'y avait pas d'oméga 3, de supplémenté à coût de 810 mg par jour. Et là, on combine les oméga 3, pas nécessairement juste du EPA ou du DHA. Et là, ce qu'on voit, c'est que déjà en partant, lorsqu'ils sont dans un coucher, on voit une diminution de la fréquence cardiaque. Et là, ce qu'on les a fait, c'est qu'on les a mis debout pendant 8 minutes. Et on voit encore une fois que les mêmes patients ont une fréquence cardiaque un peu plus basse lorsqu'ils avaient consommé pendant 4 mois des oméga 3. Et par la suite, lorsqu'on les met assis au repos, on voyait qu'effectivement, la fréquence cardiaque était beaucoup plus basse, était significativement plus basse. Donc, suggérant que les oméga 3 pourraient avoir des effets au niveau de la fréquence cardiaque et donc baisser. En fait, ça passait de 73,6 battements par minute à 68,7. Donc, il est déjà 5 battements par minute plus ou moins. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. L'autre mécanisme qui est vraiment aussi associé aux oméga 3 qu'on connaît assez bien, c'est les effets anti-inflammatoires. En fait, le PA et le DHA diminuent l'expression de certains gènes reliés à l'inflammation et ça implique des voies de signalisation. Bon, on peut toujours en parler si ça vous intéresse, mais je pense qu'en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a certaines voies comme le NF-kappa-P qui lorsqu'il est stimulé, il va produire des gènes, en fait, des molécules qui sont inflammatoires. IL-6, TNF-alpha, par exemple. Donc, lorsqu'on stimule cette voie-là, on produit plus d'inflammation, alors que lorsqu'ils sont en présence de PA-DHA, on diminue ça. Et il y a aussi le PPAR alpha-gamma qui a des effets pour diminuer, en empêchant un peu, un des mécanismes, c'est en empêchant le NF-kappa-B d'être actif et de produire les molécules inflammatoires. Donc, juste EPA-DHA ensemble, a certains effets protecteurs, que ce soit en diminuant la fréquence cardiaque ou en jouant au niveau anti-inflammatoire. Donc, on diminue un peu l'inflammation avec leur présence. On vient là-dessus aussi. L'autre effet qui est reconnu un peu, moi je pense que c'est assez. Les études tentent vraiment à aller jusqu'à là, c'est qu'on voit un certain effet anti-hétérogénique, ce qu'on voit. Donc, à mesure qu'on augmente la concentration d'oméga 3 à longue chaîne. Ce qu'on voit, c'est qu'en général, ça peut changer les triglycérides. On a une certaine relation qui existe et on voit une diminution de ces concentrations de triglycérides-là. Les mécanismes d'action, évidemment, je peux pas ne pas en parler, mais on peut certainement au moins les aborder rapidement. En gros, on va jouer sur les enzymes ou les voies de signalisation pour la production de lipoprotéines, de triglycérides, etc. On a tendance à les baisser. Donc, soit en jouant sur l'expression de certaines molécules, protéines, qui sont impliquées dans la synthèse de cholestérol, l'acide gras ou triglycérides, soit en augmentant la bêta-oxydation des acides gras. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer les substrats nécessaires pour les triglycérides. On va avoir des émissions de certains enzymes clés dans la synthèse hépatique des triglycérides. Puis, on va également avoir aussi un effet au niveau de l'augmentation de certaines lipases, l'activité de certaines lipases, donc l'élimination des triglycérides et des VLDL, par exemple. Donc, c'est des exemples d'effets qui peuvent être associés avec les oméga 3. Donc, que ce soit inflammation, soit la fréquence cardiaque, soit au niveau du cholestérol, si on veut prendre la grande famille. Donc, beaucoup de mécanismes potentiels. En fait, on peut voir les oméga 3 un peu comme des statines, comme étant des molécules qui ont des effets pléiotropiques, donc beaucoup d'effets potentiels, que ce soit en jouant sur les canaux, comme on l'a vu, soit que ça joue directement sur certains récepteurs et les voies de signalisation, ou ça pourrait incorporer au niveau des membranes, et cette incorporation des membranes-là pourrait avoir des effets au niveau aussi de la conductivité, au niveau des canaux.
c'est des possibilités. Donc, beaucoup d'effets avec une molécule, c'est souvent intéressant de se dire, bon, c'est ce qu'on devrait tous savoir. Il y a toujours un mais. Je vous remonte une autre façon, voir comment les oméga-3 et les oméga-6 sont synthétisés. Donc, ces deux, malheureusement, j'ai toujours déploré le nom qui a été donné à ces premières molécules importantes. Donc, c'est les acides alpha-linoléniques pour les oméga-3, alors que pour les oméga-6, c'est l'acide linoléique. Donc, il n'y a pas de M. C'est la différence entre les deux. Et par la suite, bon, les saturases et longueuses vont avoir des effets. Lorsqu'on arrive ici à ce niveau-là, donc au niveau des EPA et de l'acide arachidonique, on sait que ces molécules-là peuvent avoir un effet lorsqu'ils sont pris par la cyclooxygénase pour produire des molécules qu'on connaît assez bien. En fait, ces molécules-là, c'est des molécules comme les prostaglandines, comme les leucotriènes, comme les thromboxanes. C'est à partir de ces molécules-là que ces métabolites sont composés. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que, ben, on dit, ils vont produire la même chose, donc ils ont le même effet. En fait, ce qui est intéressant, non, à cause de leur conformation chimique, l'acide arachidonique va tendance à produire la thromboxane A2, donc qui est au niveau activation plaquettaire, va produire la LTB4, qui est une activation des neutrophiles. Puis, il y a aussi un effet de la prostaglandine, donc PGI2, au niveau de la vasodilatation. Si on regarde au niveau des oméga-3, ce qui pourrait être produit, en fait, c'est le thromboxane A3 au lieu de A2. Une petite différence, mais en fait, ce qu'on sait, c'est que c'est un plus faible activateur plaquettaire que par rapport au thromboxane A2. Le LTB5 qui peut être produit, on sait qu'il est à peu près 10 à 30 fois moins puissant que le LTB4. Et le PGI3, qui induit la vasodilatation, bien, heureusement, a un effet à peu près similaire à celle de la prostacycline, donc PGI2. Donc, les deux ont à peu près des effets tout à fait similaires, ce qui est donc intéressant. Donc, des effets plus délétères sont moins importants, sont présents, mais je pense que ça fait partie de la réparation ou des effets qu'on doit avoir. Donc, sont moins puissants avec les oméga-3, les métabolites des oméga-3, mais les effets bénéfiques sont aussi bons que ceux des oméga-6. Donc, franchement, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Si on regarde au niveau des effets physiologiques, et là, vous m'excusez parce que le diapo est au petit ici, il faudrait que je le regarde à l'écran. Excusez-moi si je me trompe. Donc, on l'a vu, on peut avoir des effets au niveau de la production des triglycérides. Ça a un effet, une diminution de la fréquence cardiaque, probablement des arythmies aussi. Au niveau de la pression artérielle, on va le voir bientôt, ça a un petit effet aussi qu'on peut observer. Et au niveau de la thrombose, peut-être une légère diminution, bien qu'on sait qu'à certaines doses plus élevées, certains ont rapporté qu'il y avait des effets au niveau des saignements plus importants. Donc, peut-être un effet, mais en gros, on peut le voir qu'on joue au niveau des triglycérides, du cœur, de la pression artérielle, de la thrombose. Bref, on se dit que c'est vraiment c'est des molécules que ça nous prend pour pouvoir y arriver. Mais c'est pas toujours aussi beau que ça. Si on regarde en termes des molécules qui sont au niveau inflammatoire, qu'on reconnaît, le CRP, IL-6, donc interleukine 6, interleukine 18, TNF-alpha, les triglycérides. Donc, on voit à peu près des effets, grosso modo, assez similaires entre le PA et le DHA par rapport à un contrôle, d'après les études. Donc, on a quelque chose qui est à peu près similaire dans les deux cas, ce qui est intéressant. Donc, les deux molécules ont des effets certainement anti-inflammatoires. L'autre partie qui est peut-être moins connue au niveau des oméga-3 et oméga-6, c'est que, et Dieu sait que la plupart des patients avec maladies cardiovasculaires sont traités certainement avec des statines ou avec de l'aspirine, bien, il y a quelque chose d'intéressant aussi qui est associé à ça, qui était plus ou moins connu il y a à peu près une dizaine d'années, c'est qu'entre autres des oméga-3, lorsqu'ils sont métabolisés entre autres par la COX-2, donc la cyclooxygénase 2, en présence d'aspirine, donc qui a été acétylée, ce que ça a tendance à faire, c'est à produire des molécules qui ont appelé les résolvines, des RVD, parce que ça vient du DHA, RVE pour EPA, donc parce que ça vient du EPA, évidemment. C'est des molécules qu'on appelle les résolvines. Donc, c'est des molécules qui sont présentes, qui ont été découvertes d'une façon assez intéressante. C'est lorsqu'il y avait une inflammation qui était en train de se résoudre. Ils ont pris cet exudat-là, puis ont regardé ce qu'elle contenait. Et ce qu'on a commencé à découvrir, c'est ces molécules-là. C'était la présence de ces résolvines-là qui étaient présentes.
Donc, tu dis, ça peut être intéressant. C'est associé avec la fin de l'inflammation, la résolution de l'inflammation, d'où le nom Résolvine qui est sorti là-dedans. Donc, les Résolvine D qui viennent du DHA et la Résolvine E qui vient du EPA. Certaines molécules similaires peuvent aussi venir des oméga-6 qui sont plutôt des lipoxynes, mais ça joue au niveau, encore une fois, de la COX-2 qui est soit en présence de statine ou d'aspirine, puis après ça, transformé par la 5-lipoxygénase lorsqu'on a de l'inflammation pour se retrouver avec de la lipoxyne qui a certains effets un petit peu moins étudiés, mais qui semble avoir certains effets bénéfiques aussi. Donc, on a nos EPA, DHA au départ, qui peuvent avoir des effets. On a des métabolites produits par la COX, la cyclooxygénase pour produire des thromboxanes, prostaglandines, leucotriènes qui sont présents aussi. Puis on a des résolvines. Donc, c'est vraiment une molécule de base qui peut être modifiée beaucoup selon les enzymes ou les circonstances et produire des molécules qu'on ne connaît pas beaucoup. En fait, qu'on commence à étudier. Juste donner un exemple ici au niveau cardiovasculaire. On sait qu'il y en a souvent, lorsqu'on a un infarctus, par exemple, on a une augmentation d'inflammation. La présence de résolvine, soit de la série D ou E, ça a tendance à faire quoi? Elle diminue cette inflammation-là. Et on va augmenter le niveau de l'apoptose des neutrophils, la clairance par les macrophages, puis certains récepteurs qui vont augmenter. Bref, on va peut-être atténuer un peu la phase inflammatoire, donc moins d'effets inflammatoires à long terme pour passer plus rapidement à la guérison, donc des tissus. Est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, ici, juste donner un exemple très, très rapide de la résolvine D1 qui avait été donnée au moment de l'ischémie chez les rats, pour juste démontrer que si on regarde l'infarctus du myocarde, donc si on mesure ça par rapport à une zone à risque en pourcentage, on voit que lorsqu'on a le véhicule, on avait un pourcentage d'infarctus de près de 30 %, mais en présence de résolvine D1, à 0,1 ou à 0,3, on voit une diminution de la taille d'infarctus de près de 30 à 40 % encore une fois. Ce qui est vraiment intéressant, qui laisse suggérer que cette inflammation-là pourrait avoir en fait un effet, particulièrement dans le cas d'un infarctus du myocarde. Et donc, les molécules dérivées des oméga-3 pour avoir des effets. On peut se poser la question, pourquoi utiliser la D1 dans un cas comme celle-là ici? Tout simplement qu'au moment où l'étude avait été faite, la résolvine de type 1 n'était pas disponible commercialement parce qu'il y avait un brevet là-dessus et c'était impossible de l'avoir. Donc, la D était disponible. D'où la raison pourquoi ça avait été fait avec la D. Mais des études ont été faites avec la résolvine de type 1 aussi qui a démontré des effets tout à fait similaires à ça. Si on regarde la troisième partie qu'on va demander, c'est de regarder les études cliniques par rapport aux oméga-3 et avant Reduce-It. C'est ce que j'ai fait, mais là, je dois avouer que j'ai triché un petit peu. En fait, j'ai utilisé l'opportunité que beaucoup de méta-analyses existent pour les oméga-3. Donc, je les ai combinés. J'ai pris les méta-analyses pour vous en parler. Puis on va voir une certaine tendance assez amusante qui me fatigue depuis quelques années, mais on va le voir comme ça. On va commencer par la première, ici, 93, une plus vieille étude. Est-ce qu'on se demandait si l'huile de poisson, déjà là, le terme n'est peut-être pas très excitant à dire on va prendre de l'huile de poisson. Est-ce que ça peut diminuer la pression artérielle? En fait, ils ont regardé une étude. En fait, ils ont combiné plutôt 31 études. C'était 1356 sujets. Et ce qu'ils ont vu en général, c'est que la consommation d'oméga-3 était associée à une diminution d'à peu près de 3 mm de mercure pour la pression systolique puis de 1,5 pour la diastolique. On voit une certaine relation qui existait, donc qui semble avoir un certain effet dose-réponse de l'huile de poisson sur la pression artérielle. Il semblerait aussi que l'effet, on ne voit pas toute la phrase au complet, peu importe, l'effet hypotenseur est plus évident chez les sujets hypertendus et ceux avec maladie athérosclérotique ou avec hypercholestérolémie. Donc, ça avait un effet au niveau de la pression. On parle d'une étude de 1993. Intéressant. On part un peu plus loin, on s'en va en 2002, une autre étude qui a été publiée en 2002, c'était voir un peu les effets de l'alimentation et des apports non alimentaires, donc des suppléments d'acide gras, oméga-3, polyinsaturés sur les maladies coronariennes. Donc, on a
rapidement environ 15 à 16 000 sujets dans l'étude qui ont été inclus dans cette méta-analyse-là. On parle de sujets entre, grosso modo, 49 ans et 66 ans. 11 études, dont 2 qui étaient à niveau nutritionnel, une intervention nutritionnelle, 9 avec des suppléments, et on voit les doses varier énormément, un pH de 0,3 à 6 grammes. Avec le DHA, on parle de 0,6 à 3,7, et on parlait d'au moins d'un suivi de 6 mois. Donc, il y avait 11 études incluses dans cette méta-analyse-là. Bon, ici, chez les noms, on les fout. Peu importe. Il y avait, donc, j'avais mis les noms, vous verrez sur les diapos, vous allez voir les noms des études qui étaient incluses là-dedans. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau d'un infarctus qui était non fatal, il y avait un effet potentiellement intéressant, mais non significatif. Encore une fois, hein, si on touche la ligne ici, c'est que c'est pas significatif. Ici, on est en faveur des oméga-3, ici en faveur du témoin. Si on regarde au niveau de l'infarctus du myocarde fatal, on voit que ça avait un certain effet. Les études laissaient suggérer qu'il y avait un effet significatif. Au niveau de la mort subite, si on regarde la mortalité totale, ça diminuait, donc ça favorisait les oméga-3. Par contre, je veux juste attirer votre attention que lorsqu'on regarde les effets, donc au niveau des interventions diététiques ou juste les interventions avec des suppléments, on voit que les effets sont peut-être un petit peu moins grands. Dans certains cas, au niveau diététique, pas très fort, mais globalement, on voyait un certain effet intéressant. Et la conclusion que j'ai reprise, que j'ai traduite, c'est que suggère qu'un apport alimentaire et non alimentaire d'acides gras polyinsaturés oméga-3, ça réduit la mortalité globale, la mortalité due à l'infarctus du myocarde et la mort subite chez les patients atteints de maladies coronariennes. Merveilleux. Parfait. Et ça va bien. On continue. Ça va bien. 2002. On tombe en 2005. Donc, c'était déterminer les effets de la consommation d'huile de poisson sur la fréquence cardiaque. 30 études, 1678 individus, une dose médiane de PA-DHA de 3,5 par jour, un temps de suivi médian d'à peu près 8 semaines. On voit ici toutes les études. C'est un peu la raison pour laquelle aussi on les voit tous séparés. On regarde globalement ce qu'on voit, c'est qu'un changement de la fréquence cardiaque également qui avait été observé ici, de l'ordre de mémoire, je pense que c'était 1,55 battements par minute. Il faut comprendre que c'est des suivis assez à court terme. On voit déjà une diminution de la fréquence. On voit énormément de variations entre les études. C'est assez, ça va d'un à l'autre. Par contre, si on regarde comme il faut la ligne ici, on voit que la majorité vont plus du côté positif, donc un certain effet. Évidemment, on parle surtout de quelque chose de court. On peut s'imaginer qu'à plus long terme, on aurait des effets. Donc, dans les études, dans les essais randomisés contrôlés chez l'homme, l'huile de poisson, encore une fois, réduit la fréquence cardiaque, en particulier chez ceux dont la valeur de fréquence de base est plus élevée ou que la durée de traitement est plus longue, évidemment. Donc, ça confirme un peu ce qu'on avait. On continue comme ça va assez bien. On tombe en 2010. Une autre méta-analyse qui sort. 29 études randomisées qui ont été incluses dans cette méta-analyse-là. On prenait de 35 000 sujets qui avaient un risque de cardiovasculaire assez élevé. On regardait au niveau primaire, l'issue primaire, la mortalité de toute cause, secondaire, s'il y avait une neurosténose coronarienne. Et là, je m'excuse, malheureusement, les images étaient moins belles. On les voit peut-être, on les voit malgré tout. Ce qu'on voit ici, c'est que si on regarde la mortalité avec ceux qui avaient des suivis de 12 mois et moins, on ne voit pas vraiment d'effet significatif, tendance, mais ce n'est pas significatif. Si on regarde la mortalité avec un suivi de plus de 12 mois, encore une fois, une tendance, mais ce n'est pas significatif. Et si on regarde au niveau de la rosténose, bon, je ne sais pas si vous ne voulez pas présenter la ligne, mais la ligne n'est pas là, mais ce n'était pas encore une fois significatif. Fait qu'on va sortir de la quoi? Bien qu'ils n'atteignent pas, puis ça c'est la conclusion des auteurs, bien qu'ils n'atteignent pas la signification statistique conventionnelle, les preuves à ce jour suggèrent que les acides gras oméga-3 entraînent une légère réduction de la mortalité et de la rosténose, mais pas d'une façon significative dans cette méta-analyse. OK, on continue. On regarde ce qui s'est passé, puis en fait, vous allez comprendre à quoi je vais en venir.
Si on regarde un peu plus loin, en 2012, on regardait encore une étude, il voulait voir la relation entre la supplémentation de DHA provenant d'algues et des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. 11 études qui ont été incluses dans cette méta-analyse-là. Il y avait 485 patients âgés entre 24 et 59 ans sans maladie coronarienne. Le DHA, en gros, c'était 1,6 g par jour, donc c'est pas des doses très, très élevées, encore une fois. On regarde ce que ça donne. En fait, si on prend toutes ces études-là, au niveau des triglycérides sériques, on voit une diminution légère, mais elle est présente. Et si on regarde au niveau du LDL, cholestérol, on voit une légère augmentation qui est significative. Et si on regarde au niveau du HDL, encore une fois, une légère augmentation également, qui est significative. Donc, la conclusion, c'était qu'une supplémentation en DHA à partir d'algues, une source marine d'acide oméga 3, non extraite de poisson, peut réduire les triglycérides sériques et augmenter le HDL, le cholestérol et LDL cholestérol chez les patients sans maladie coronarienne. Donc, c'est un petit peu mitigé comme étude. Encore en 2012, je pense que c'était l'année de succès des oméga 3, parce que les gens voulaient comprendre un peu plus. Une autre méta-analyse qui était voir c'était voir l'effet des oméga 3 sur les résultats cardiovasculaires. On a 20 études qui ont été incluses dans cette méta-analyse-là. Il y avait plus de 60 000 sujets, plus de 6 000 événements cardiovasculaires majeurs. Il y avait entre 6 mois et 6 ans, donc très large. Un âge moyen de 61 ans. On voit que les doses de PA, DHA varient énormément, de 400 mg à 1800 pour le PA, alors qu'on avait 355 à 1500 pour le DHA. Et si on regarde au niveau diète, ce qu'on voyait comme apport, c'est entre 250 et 2000 mg par jour. Donc, très grande plage, encore une fois, juste pour essayer de voir ce que ça donnait. Ici, si on regarde les effets sur les événements cardiaques, si on veut, là, on se retrouve avec pas vraiment d'effets significatifs. Les études sont tous là, sont présentes. On a certains effets, rien de significatif. Ça, c'était un premier exemple. Dans la même méta-analyse, ils ont essayé de voir, donc, au niveau, si on a parlé un peu des cardiovasculaires, de toute la mortalité, toute cause, un effet, mais pas significatif. Bon, peut-être un effet vasculaire qui est significatif, les événements coronariens pas significatifs, cérébrovasculaires pas significatifs. Bref, on voit qu'il n'y a pas grand-chose de significatif. Un peu décevant. On se retrouve à quoi? Les acides gras oméga 3 peuvent protéger contre les maladies vasculaires, mais les preuves ne sont pas claires. Les avantages sont presque certainement pas aussi importants qu'on le croyait auparavant. Donc, au départ, on voyait les premières études semblaient vraiment intéressantes. Et là, plus on avance, ils sont de moins en moins intéressants. Et on continue ici. Et non, en fait, ici, c'était juste un petit clin d'œil. On avait parlé au début que l'acide linolénique, donc les oméga 3, cette plante n'avait pas vraiment d'effet. Il y a une étude, une analyse, en fait, une méta-analyse qui a été faite en 2012 aussi, une autre année vraiment spectaculaire pour ça, pour résumer les preuves concernant les relations entre les risques des maladies cardiovasculaires et l'acide linolénique, alpha-linolénique. 27 études, 250 000 sujets, 15 000 événements, et puis on évaluait soit par la diète ou soit comme un biomarqueur dans le sang, dans le tissu pour savoir les concentrations. Et là, ce qui arrive, si on regarde au complet les études, là, on peut le mettre peut-être un peu plus simple, c'est de regarder ici, globalement, c'est qu'on a un effet qui est significatif, encore pas très élevé, mais qui est significatif. Donc, peut-être un effet intéressant. Pas spectaculaire, mais intéressant de cet oméga 3 essentiel. On a aussi, en fait, d'autres études là, au niveau des maladies cardiovasculaires fatales. Un petit effet, encore une fois, significatif. Non fatal n'est pas significatif. Le total, non significatif. Au niveau des AVC, non plus, pas significatif. Donc, dans les études observationnelle, une exposition plus élevée à l'acide alpha-linolénique est associée à un risque modéré plus faible de maladies cardiovasculaires. Okay.
Je vais vous raconter que quand je suis venu ici aujourd'hui, elle n'était pas là. La prochaine méta-analyse n'était pas là, puis j'ai eu un flash en me disant c'est à cause de cette étude-là, entre autres, qu'une demande de subvention avait été refusée. Et je vais vous la présenter. Je me sens comme. C'est une autre méta-analyse qui avait été faite en 2012, par cette année-là, qui regardait en fait l'association des oméga-3 et les risques d'événements cardiovasculaires. Donc, c'était 20 études qui ont été utilisées, plus de 68 000 patients qui ont été, donc plus de 7 000 décès. Donc, c'est une grosse étude pour voir si les oméga-3 avaient vraiment un effet. Et si on regarde ça rapidement, ce qu'on voit, c'est qu'on a toujours une certaine tendance à favoriser les oméga-3 qui n'est pas significative, sauf au niveau des AVC qui est peut-être qui favorise plus le contrôle. Mais on voit qu'en général, à part les maladies, la mortalité cardiaque, qui semble être un petit peu mieux, pas vraiment, mais après ça, ils ont fait une analyse en tenant compte de certains facteurs, ce qui fait qu'ils perdaient cette signification-là. Donc, il arrive à pas d'effet significatif d'une supplémentation à l'acide gras oméga-3 sur la mortalité cardiovasculaire, sur l'infarctus du myocarde et sur les AVC. Donc, on part des années 90 où on pensait que ça avait un effet important, puis plus on avance, moins on voit cet effet-là. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Puis ce qui est amusant dans cette étude-là, en fait, ça reste en 2012, ce qu'on voit, c'est, regardez un peu la tendance, ils sont placés par ordre de 95 jusqu'en août, de 95 à 2012. Regardez, on était en faveur, puis plus on avance, plus les méta-analyses avancent, puis on rajoute du monde, moins cette tendance-là est importante. Ça marche pas, cette affaire-là. Les oméga-3 sont peut-être pas si bons que ça ou pas si terribles que ça. On ne se décourage pas. Une autre étude, 2019. Et ici, il faut que j'avoue que j'ai triché une deuxième fois, mais pas tout à fait. On m'avait dit de prendre les études avant Reduce-It. Ce qui est fait, sauf que cette méta-analyse-là l'inclut et ne l'inclut pas dans ses analyses. Fait que je vais vous présenter globalement, mais la partie qui n'en parle pas non plus. Donc, c'était de déterminer si les suppléments d'oméga-3 marins ou à longue chaîne ont des effets bénéfiques sur les maladies cardiovasculaires. Les études qui ont été utilisées, les premières en haut ici, sont représentées dans les études, les méta-analyses qu'on a faites. Ceux-là sont un petit peu moins représentés, donc à partir de 2013, ils ne sont pas représentés. Reduce est là, mais vous allez voir qu'on a les résultats avec essai. Donc, si on regarde cette méta-analyse-là, au niveau de l'infarctus du myocarde, on se retrouve avec, si on prend toutes les études, les gens augmentent à une diminution. Donc, on favorise les effets bénéfiques des oméga-3. Si on prend tout ceci-là, si on rajoute Reduce, on voit qu'on a commencé déjà à se déplacer au lieu, alors qu'on était proche de la ligne de pas d'effet, on commence à se déplacer plus en faveur des oméga-3. C'est déjà quelque chose d'assez intéressant là-dessus. Si on regarde au niveau de la mort cardiovasculaire, ici, il n'y avait pas, Reduce n'est pas là-dessus. On voit qu'on a un effet qui semble être bénéfique. Puis si on regarde au niveau des totales, si on veut des maladies cardiovasculaires, ce qu'on voit, c'est qu'on avait un léger effet. Et lorsqu'on rajoute l'étude Reduce, dont on va entendre parler dans quelques minutes, on voit ici qu'on a un effet qui est encore supérieur à ce qu'on avait avant. Même chose pour les événements vasculaires majeurs. Donc, ici, on n'avait pas d'effet. Si on ajoute Reduce, on commence à avoir un peu mieux. Et donc, si on prend la conclusion de ça, c'est donc la méta-analyse intégrant les données de 13 études, 3 grands essais récents suggèrent que la supplémentation d'un oméga-3 marin, diminution du risque, un risque plus faible d'infarctus du myocarde, de maladie coronarienne totale, de maladie cardiovasculaire totale et de décès par maladie cardiovasculaire en fait, combinée, si on veut. Donc, de telles associations inverses peuvent être particulièrement évidentes à plus haute dose. Donc, plus on augmentait les doses en oméga-3 marin, plus il semble que ces effets-là sont importants. Il faut comprendre que pendant un certain temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait des doses de l'ordre de 1000 mg. C'est pas 1 gramme, qui est pas. On peut aller beaucoup plus haut que ça. L'étude Reduce, on parle de 4. Donc, on peut aller beaucoup plus haut que ça. Juste vous montrer encore comment ça commence à changer aussi.
Une étude Cochrane qui est faite par le même auteur en 2018 qui conclut en disant que l'EPA et le DHA avaient peu ou pas d'effet sur la mortalité ou la santé cardiovasculaire. Refait cette étude Cochrane-là, encore une fois, même auteur. On augmente le nombre de sujets, 50 000 tout de même. Hein? On inclut 7 études de plus. Et là, on est rendu qu'on réduit légèrement le risque de mortalité et d'événements de maladies coronariennes et réduit les triglycérides. Donc, on est parti de pas du tout à il y a peut-être un effet. En fait, puis c'est avec ça que je vais un petit peu terminer, c'était pour vous démontrer que on ne connaît pas bien nos choses. Pourquoi? Juste on regarde en termes de médicaments, statine, aspirine, on l'a vu tout à l'heure, les statines et les aspirines ont des effets dans le métabolisme des oméga-3. Donc, pour produire. Donc, c'est sûr que ça va avoir un effet. Fait que si nos patients contrôlent ces molécules-là, ça se peut qu'il y ait un certain effet. On parle de qualité de vie, on parle de diète. Parce que l'autre chose qu'on ne voit pas beaucoup, malheureusement, dans ces études-là, c'est qu'on ne parle pas beaucoup des oméga-6. Évidemment, si on est un peuple, exemple les Japonais ou les gens qui vivent les pays nordiques, dont leur alimentation est basée sur le poisson, il n'y a pas beaucoup d'oméga-6. Évidemment, on a des chances d'avoir des effets intéressants des oméga-3. Mais quelqu'un qui mange beaucoup d'oméga-6, si je prends un rapport de 25-30 oméga-6 pour un oméga-3, même si je le supplémente en oméga-3, je vais avoir un ratio qui va être encore très défavorable et ça se peut que ça n'a pas d'effet. L'activité physique, discussion qu'on a eue cette semaine à savoir est-ce que le PA, DHA, c'est le meilleur, est-ce qu'on doit les combiner les deux ou les mettre séparés? En fait, c'est pas aussi clair que ça. Dans le laboratoire, on a fait des études en combinant. En fait, isolés, on avait des effets protecteurs. Lorsqu'on les combinait, on n'a plus d'effets protecteurs. Donc, la question peut se poser, est-ce qu'on doit les prendre séparément? Peut-être que c'est une façon de faire, de penser. Peut-être qu'on devrait aussi voir quelle dose qui devrait être la meilleure. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. On les donne souvent combinés, mais c'est peut-être pas la meilleure chose. Il faut comprendre qu'on joue sur les mêmes enzymes, les mêmes récepteurs. On a une compétition, donc ça se peut que ce soit pas aussi bon de les combiner. Et terminer en disant que là, il faut faire attention. Moi, je suis un fervent du ratio oméga-3, oméga-6. Et si je donne un exemple, c'est que lorsqu'on a des ratios qui favorisent les oméga-3, on a une diminution de la taille d'infarctus, mais si on augmente les oméga-6, on perd ces effets-là bénéfiques. Puis on parle d'un ratio de 5 pour 1 qui est loin, mais à 15 pour 1, on est à peu près dans les mêmes niveaux aussi. Donc, c'est pas. On a un effet, la balance est importante. L'autre balance aussi, c'est que certains effets des oméga-3, si on bloque les enzymes qui servent à fabriquer la résonidine, donc la COX-2, ou la lipoxygénase, si on les bloque, ces enzymes-là, avec des médicaments, on voit qu'on perd l'effet protecteur d'une diète enrichie en oméga-3. Donc, c'est un autre exemple. Et l'autre exemple aussi, si j'en donne résonidine D1, la taille d'infarctus qui est petite, on perd, en fait, on augmente la taille de l'infarctus à mesure qu'on augmente l'acide linoléique, donc les oméga-6. Donc, à mesure que j'augmente les oméga-6, on voit qu'est-ce qui se passe au niveau de la taille d'infarctus en présence d'un effet potentiellement bénéfique, mais on le perd. Donc, il y a certainement quelque chose à faire entre les oméga-3 et oméga-6. Ce qui fait que ce que je voudrais peut-être que vous reteniez, c'est que les oméga-3 ont plusieurs effets potentiels cardioprotecteurs. Je pense que ça a été démontré assez bien in vitro, in vivo aussi. Si on prend chacune des études individuelles, un petit effet en général qui est souvent non significatif avant le review site, et il y en a eu quelques-unes, mais en général, pas tant que ça. Puis donc, si on regarde les méta-analyses, on a un léger effet cardioprotecteur, mais je pense que l'effet cardioprotecteur va s'améliorer à mesure qu'on va mieux cibler nos patients. On va comprendre mieux comment faire, puis quelle dose, à quel moment et quoi donner, ça va certainement aider. Je vous remercie. Bravo, merci beaucoup, Dr. Rousseau. Donc, bravo pour cette présentation. C'était passionnant. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup appris, puis vous avez su transmettre votre passion. C'était comme une histoire, là, ce que vous avez présenté. Là. En tout cas, moi, je trouve que ça a été vraiment fantastique. Alors, donc, comme tout à l'heure, posez vos questions dans la section questions et réponses. Il y a déjà quelques questions qui ont été posées.
c'est bien, on va commencer avec ça, mais gênez-vous pas, posez vos questions. On a 15 minutes de séance de questions. Donc, on va commencer peut-être dans la salle. Ici, on n'est pas beaucoup. Il n'y a pas de questions, j'imagine. Alors, donc, on va aller tout de suite chercher les questions que vous nous avez posées. Oups. Donc, il y a des questions qui ont été répondues pendant la présentation. Ça, c'est très bien. Mais revenons sur le ratio oméga-3, oméga-6. Donc, ça a été répondu peut-être un petit peu vers la fin, mais quelqu'un repose la question. Là, donc, d'après ce qu'on comprend, là, les oméga-3, ça va mieux. Le ratio oméga-3, oméga-6 favorise plus d'oméga-3. Donc, est-ce que c'est mieux de donner des suppléments avec juste des oméga-3 si on veut des effets pléiotropiques, notamment psychiatriques? Est-ce qu'on devrait donner aussi un peu d'oméga-6? Êtes-vous capable de revenir un peu là-dessus? Les effets bénéfiques des oméga-3 au niveau du cœur, le ratio semble être aux alentours de 3 ou 4, donc 3 ou 4 oméga-6 pour un oméga-3. C'est ce que les études expérimentales semblent suggérer. Pour les effets au niveau du cerveau, c'est légèrement un peu plus bas. C'est plus aux alentours d'un 3 pour 1. Donc, un petit peu plus bas. Est-ce qu'on devrait donner... En fait, le problème là-dedans, la première chose que je ferais pour changer le ratio, c'est oui, donner des suppléments, c'est bon. Si quelqu'un, par exemple, ne mange pas beaucoup de poissons, je pense que c'est la première chose. Si quelqu'un ne mange pas beaucoup de poissons, j'irais avec les suppléments. L'autre chose que je ferais en parallèle, ce serait de dire, il faut diminuer les oméga-6, malheureusement. C'est sûr que des fois, on est bien content de manger du bœuf, ça fait bien plaisir, mais peut-être pas que ce soit la base à ce moment-là. Donc, il faudrait vraiment travailler. Si on est capable de le faire avec la nutrition, bravo, les diètes, bravo, augmentons les oméga-3. Baissons les oméga-6, on est capable. Mais si on voit que, parce que moi, je connais des gens qui me disent, moi, je ne suis pas capable de manger du poisson, je n'aime pas le poisson, dans un cas de même, j'irai avec certainement des suppléments pour essayer d'augmenter. Excellent, merci. Donc, beaucoup de questions sur les sources disponibles, sans prescription d'oméga-3. Là. Donc, est-ce qu'il y a une source que vous recommandez parmi celles disponibles en pharmacie? Là? OK. Bon. C'est une question un peu délicate. Oui. Mais quand même. OK. En fait, la chose que j'éviterais, entre autres, ce serait premièrement, ceux avec les oméga-9 dedans. Parce qu'on le voit des fois 3, 6, 9. J'éviterais celle avec les oméga-9 parce que ce n'est pas un acide gras essentiel. On est capable de synthétiser. Fait que les 9, ça ne serait pas grand-chose. D'autant plus que les oméga-9, pour être métabolisés, entre autres, utilisent la delta-6 désaturase. Donc, encore la même enzyme qui est impliquée dans les oméga-3 et oméga-6. Donc, j'éviterais ceux qui présentent des oméga-9, je les éviterais. Bon. Maintenant, malheureusement, pour le reste de la réponse, je vais vous citer un collègue qui a découvert les réseaux de vie de Dr. Sharon, avec qui j'ai mangé un soir, puis j'ai essayé d'avoir la réponse et je n'ai jamais été capable. Il m'a dit, il y a des sources d'oméga-3 qui sont meilleures que d'autres. Il y a des compagnies, des endroits où les oméga-3 sont préférables à manger que les autres. Malheureusement, je n'ai jamais été capable de savoir les sources. Je l'avais travaillé fort, mais je n'ai pas réussi. Désolé. Donc, évidemment, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il faut privilégier comme plus de PA, plus de DHA? Ça reste encore à déterminer. Je pense que Reducit répond à une partie de ces questions-là en utilisant le PA. Peut-être que c'est quelque chose qui serait intéressant. Je pense que on le voit, hein, la tendance, elle a bougé beaucoup en 25 ans, 30 ans. Je pense qu'on commence à comprendre un peu mieux, puis j'espère que la tendance est s'intéresser pour de bon pour qu'on comprenne que c'est les oméga-3 qu'il faut vraiment viser. Puis peut-être un type, dépendamment des circonstances, plus que les deux mélangés. Mais ça sera à voir. Oui, c'est une question difficile. Puis avec Reducit, peut-être que celui purifié en grande quantité de PA devient ce qu'on peut recommander pour le moment, mais ce n'est pas quelque chose sur la tablette. Là. Il faut que ce soit prescrit. Donc, il y a aussi beaucoup de questions sur là, on a parlé des sources, disons, en pilule.
Et là, maintenant, les sources alimentaires. Donc, il y en a qui parlent de l'huile de noix de coco. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut recommander? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans exactement. Oméga-6 en général. D'autres, OK, donc c'est surtout les oméga-6. Et d'autres questions sur le saumon. Est-ce que, d'après vous, ce serait la meilleure source, le saumon, disons, sauvage en termes d'oméga-3 alimentaire? En fait, si on revient au diapo, il y avait le saumon, ça en était une bonne source. Il y en a d'autres aussi qui existent, qui sont des bonnes sources. L'intérêt des oméga-3 au niveau de la diète, c'est qu'on est contrairement en fait, non pas contrairement, en fait. Ce qui est intéressant, c'est de dire que si je mange un poisson qui contient 1200 une journée, ben c'est une dose cumulative dans le sens que si par semaine, je vais prendre 3,5 grammes, ben le 1200 est considéré. On dit 500 milligrammes par jour, idéalement, quelqu'un qui est en forme. Mais si tu en as pris 1200, ben ça compte comme pour 2 journées et demie. Fait que ça peut déjà être intéressant. Pour l'huile de coco, je ne ferai pas d'amis là-dessus. Je n'y crois pas du tout. Ou certains ont laissé suggérer que ça avait peut-être des effets au niveau cérébral, peut-être intéressants. Je l'ai vu au niveau de l'Alzheimer, entre autres, au niveau des peut-être AVC. Un peu prudent avec ça. Je serais encore un peu prudent. Je trouve que les études n'ont pas été faites d'une façon assez solide pour pouvoir dire aucun problème ou ça peut créer un problème. Donc, je serais un peu inquiet avec ça. Je ne sais pas ce que je suggérerais. Merci. Vous avez répondu à plusieurs questions en même temps. C'est excellent parce que les questions rentrent là, à coup de dizaines. Ça va bien. Maintenant, quelques questions sur les interactions médicamenteuses. J'en ai beaucoup. Si je regroupe ça, des gens s'interrogent sur interaction oméga-3 avec anticox-2 comme Celebrex. Aussi, est-ce qu'il y a une interaction avec le coumadin? J'ai pas vu d'interaction. Si on parle avec des inhibiteurs de COX-2, en fait, les oméga-3, en fait, ça va peut-être juste ralentir en fait, la présence de résolvine. Ça pourrait avoir un effet s'il y avait une maladie inflammatoire importante dans ce moment-là. Ça pourrait avoir un effet. Autrement, de toute façon, il y a d'autres effets qui semblent indépendants des résolvines. Donc, peut-être pas, ce ne sera pas un gros problème. Pour ce qui est, on parlait des COX-2, puis l'autre, c'était avec le coumadin. En fait, jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu grand-chose. Certains ont suggéré que ça augmentait les temps de saignement. C'est ce qui va, mais on parle de doses un peu plus élevées à ce moment-là. Je ne suis pas convaincu que les doses qui ont été utilisées dans des analyses, en fait, des études précédentes, qui avaient vraiment un effet. Est-ce que oui, ça peut peut-être avoir un effet? Est-ce que ça va être significatif? Peut-être pas. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent. En fait, je ne donne pas d'avis, mais moi, on en discute comme ça tous les jours. Souvent, ce que je vais dire, si tu commences à prendre de l'huile de poisson, parle-en avec ton médecin. Parce que c'est important. Ça pourrait jouer des taux, juste pour s'assurer. Mais je pense que c'est toujours une question de prudence. Je pense qu'il faut pas dire que c'est pas bon. On ne peut pas dire que ça n'aura pas d'effet, mais je serais toujours prudent en disant, si tu joues avec le coumadin, dis-le, parle-en. Ça pourrait avoir un petit effet. Donc, continuons sur le sujet des risques de saignement. Donc, probablement, c'est plus important avec les hautes doses comme dans Reduce It. Mais donc, qu'en est-il interaction antiplaquettaire oméga-3 à haute dose et les autres anticoagulants, pas juste le coumadin, oméga-3 aussi à haute dose? Les autres anticoagulants, je vois pas d'études rapidement comme ça. J'en ai pas une qui me porte dans la tête. Les antiplaquettaires, là, en fait, tout dépend c'est quoi on appelle antiplaquettaire. Mais si on parle d'aspirine, ça a peut-être des effets bénéfiques, entre autres pour produire un peu plus de résolvine, qui peut être intéressant. Est-ce que ça va changer? Au niveau des plaquettes, il y a quelques effets qui ont été notés. Ça diminue un petit peu l'agrégation plaquettaire un peu. Que ça va amplifier davantage. Je n'ai pas vu beaucoup d'études jusqu'à maintenant là-dessus qui ont démontré qu'il y avait un effet inquiétant là-dessus. Et
Donc, d'autres questions concernant les suppléments versus apports nutritionnels. Est-ce que, donc on en a parlé un peu tantôt, mais il y a beaucoup de questions là-dessus, donc je voudrais juste y revenir. Quelqu'un vous demande si on ne serait pas mieux, ou en tout cas, quelle est votre recommandation concernant un counseling nutritionnel en prévention primaire par rapport à des suppléments? Je vais être encore plus dans ma réponse. Je ne veux pas prendre la place des nutritionnistes. Loin de là, je ne veux pas émettre un avis là-dessus. Je pense que c'est les bonnes personnes pour ça. Honnêtement, je ne pense pas que c'est un problème. En fait, je pense que c'est une excellente idée de consulter un nutritionniste dans un cas de même. Est-ce que c'est bon de prendre des suppléments? Le problème, c'est quand la personne prend le supplément, est-ce qu'elle prend le bon? C'est quoi les doses? Quels sont les effets si on n'en parle pas? Je serais plus porté avec la nutritionniste. Honnêtement, je serais plus porté avec la nutritionniste pour éviter que les gens se prennent, s'auto-médicamentent eux-mêmes. Je trouve que c'est toujours dangereux. On a des effets des fois qu'il est trop tard. Donc, je serais très prudent. Je pense que consultation, ça peut juste aider et de rassurer beaucoup de monde. Merci beaucoup, Dr. Clousseau. C'était vraiment une super présentation, super période de questions. Je voudrais juste dire, on a la chance à distance d'avoir le Dr. André Roussin qui nous mentionne que lui, il recommande d'arrêter notamment le produit dans la review site, là, qui était l'icosapam éthyle. Avant des procédures comme chirurgicales. Là. Parce que, bon, on ne sait pas là, c'est par prudence. En tout cas, on doit au moins penser que peut-être ça augmente le risque de saignement. C'est un conseil que je voulais partager avec vous. Mais donc, merci beaucoup, Dr. Rousseau, pour la présentation. C'était très apprécié, c'était génial. Et merci et au revoir.